Cela s'est passé la seconde nuit. Sans doute a-t-elle frappé à la porte, mais elle n'a pas attendu de réponse. Sans tourner le commutateur mural, et comme si la chambre lui était familière, elle a allumé la lampe de chevet. J'ai eu vaguement conscience qu'on me touchait l'épaule. J'ai le sommeil dur. Mes cheveux, la nuit, s'écrasent sur mon crâne et font paraître ma face encore plus large. J'ai toujours trop chaud et je devais être luisant. Quand j'ai ouvert les yeux, elle était assise au bord de mon lit, en blouse blanche, son voile sur la tête, et elle me disait, calme et sereine, « Ne vous inquiétez pas, Charles, j'ai simplement besoin de vous parler. » Il y a eu dans la maison comme des grattements de souris. Ma mère, probablement, qui dort à peine et qui devait être aux aguets. C'était la première fois qu'Armande m'appelait Charles. Il est vrai qu'elle avait vécu dans des milieux où on a la familiarité facile. Anne-Marie n'est pas plus mal, ne craignez rien. Elle n'avait pas de robe sous sa blouse d'infirmière, seulement son linge, de sorte que, par endroits, le tissu était comme gonflé par la chair. Henri est certainement un excellent médecin, poursuivait-elle, et je ne voudrais pas lui faire de peine. Je lui ai parlé sérieusement tout à l'heure, mais il n'a pas eu l'air de comprendre. En médecine, voyez-vous, c'est intimide, et il se sent d'autant plus de responsabilité que vous êtes un confrère. J'aurais donné gros pour me passer un peigne dans les cheveux, pour me laver les dents. Force m'était de rester sous la couverture, à cause de mon pyjama froissé. Elle a pensé à me tendre un verre d'eau, m'a proposé une cigarette. Elle en a allumé une aussi. Il m'est arrivé, en Suisse, de soigner un cas semblable à celui d'Anne-Marie, la fille d'une de nos voisines. Ça vous explique que je m'y connaisse un peu. En outre, nous avions beaucoup d'amis médecins, mon mari et moi, dont quelques grands professeurs, et nous avons passé des soirées et des soirées à discuter avec eux. Il faut que ma mère ait eu peur. Je l'ai vue s'encadrer, toute grise, plus claire que l'obscurité du palier, dont la porte restait ouverte. Elle était en peignoir, les cheveux sur des bigoudis. « Ne vous inquiétez pas, madame, j'ai simplement besoin de consulter votre fils sur la façon d'appliquer le traitement. » Maman regardait nos 2 cigarettes dont la fumée se mêlait dans le halo lumineux de la lampe de chevet. Je suis sûr que c'est ce qui l'a le plus frappé. Nous fumions des cigarettes, ensemble, à 3 heures du matin, sur mon lit. Je ne savais pas, excusez-moi. J'ai entendu du bruit et je suis venu voir. Elle disparut et Armande poursuivit, comme si nous n'avions pas été interrompus. Henri lui a injecté 20 000 unités de sérum. Je n'ai pas osé le contredire. Vous avez vu la température de ce soir. Descendons dans mon cabinet, dis-je. Elle se retourna pendant que je passais une robe de chambre. Une fois sur un terrain plus solide, je pus bourrer une pipe, ce qui me rendit un peu d'aplomb. Combien cette nuit? 40. C'est pourquoi je vous ai éveillé. La plupart des professeurs que j'ai connus ont, en matière de sérum, une idée différente de celle d'Henri. L'un d'eux nous répétait souvent « frappez fort ou ne pas frapper du tout, une dose massive ou rien ». Pendant 3 ans, à Nantes, j'avais entendu mon bon maître chevalier, à la voix claironnante, nous enseigner la même chose. Et il ajoutait, lui, avec sa brutalité légendaire, « Si le malade en crève, c'est le malade qui a tort. » Je remarquai que 2 ou 3 de mes livres de thérapeutique manquaient dans les rayons, et je compris qu'Armande était descendue pour les prendre. Pendant 10 minutes,
Elle me parla de la diphtérie comme j'aurais été incapable de le faire. Vous pouvez évidemment téléphoner au docteur d'Amboise. Je me demande si ce ne serait pas plus simple et moins vexant pour lui que vous preniez sur vous de faire une nouvelle injection de sérum. C'était très grave. Il s'agissait de ma fille. Il s'agissait, d'autre part, d'un confrère, d'une lourde responsabilité professionnelle, de ce qu'il fallait bien appeler à tout le moins une indélicatesse. Venez la voir. La chambre de ma fille, c'était déjà son domaine qu'elle avait organisé à sa guise. Pourquoi cela se sentait-il dès qu'on y pénétrait? Et pourquoi, malgré l'odeur de la maladie et des remèdes, était-ce son odeur à elle qui me frappait, alors que le lit de camp n'était pas défait? Lisez ce passage. Vous verrez, presque tous les grands patrons sont du même avis. Cette nuit-là, mon juge, je me demande si je n'ai pas eu vraiment l'âme d'un criminel. J'ai cédé. J'ai fait ce qu'elle avait décidé que je ferais. Non parce que j'y croyais, non à cause des idées de mon maître chevalier en matière de sérum, ni à cause des textes qu'on me donnait à lire. J'ai cédé parce qu'elle le voulait. J'en avais la pleine conscience. La vie de ma fille aînée était en jeu. Rien que du strict point de vue de la déontologie, je commettais une faute lourde. Je l'ai fait, et je savais mal faire. Je le savais si bien que je tremblais de voir paraître à nouveau la silhouette fantomatique de ma mère. 10 000 unités de plus. Elle m'aidait à faire la piqûre. Elle ne me laissa que le geste principal à accomplir. Ses cheveux, pendant que j'opérais, me frôlaient le visage. Cela ne m'a pas ému. Je ne la désirais pas et je crois que j'avais la certitude de ne la désirer jamais. Allez vous coucher maintenant. Vous commencez vos consultations à 8 heures. J'ai mal dormi. Dans mon demi-sommeil, j'avais la sensation de quelque chose d'inéluctable. Ne croyez pas que j'invente après coup. J'étais assez satisfait, d'ailleurs, en dépit de mon inquiétude et de mon malaise. Je me disais, ce n'est pas moi, c'est elle. J'ai fini par m'endormir. Quand je suis descendu, le matin, Armande prenait l'air dans le jardin et portait une robe sous sa blouse. 39,2, m'annonça-t-elle joyeusement. Elle a tellement transpiré, vers la fin de la nuit, que j'ai dû lui changer les draps 2 fois. Nous n'avons rien dit à d'Amboise, ni l'un ni l'autre. Armande n'avait aucune peine à se taire. Moi, chaque fois que je le voyais, j'étais obligé de me mordre la langue. J'allais écrire, mon juge, que ce que je viens de vous raconter, c'est toute l'histoire de mon mariage. Elle est entrée chez nous sans que je le demande, sans que je le désire. Le second jour, c'était elle qui prenait, ou qui me faisait prendre, les décisions capitales. Maman, depuis qu'elle était là, était transformée en une petite souris grise et effarée qu'on voyait passer sans bruit devant les portes, et reprenait son habitude de s'excuser à tout propos. Pourtant, au début, Armande a eu maman pour elle. Vous ne connaissez, pour l'avoir vue au prétoire, que la femme de 40 ans. Elle possédait, voilà 10 ans, la même assurance, la même faculté innée de tout dominer autour d'elle, de tout orchestrer, ai-je envie de dire, sans en avoir l'air. Avec, à cette époque, un peu plus de moelleux qu'aujourd'hui, non seulement au physique, mais au moral. C'est auprès d'elle que la bonne allait tout naturellement prendre des ordres, et 10 fois par jour, elle répétait « Madame Armande a dit que... c'est Madame Armande qui l'a commandé. » J'en suis arrivé, plus tard,
à me demander si elle avait une arrière-pensée en entrant chez nous sous prétexte de soigner Anne-Marie. C'est stupide, j'en conviens. Maintes fois, j'ai discuté ces questions avec moi-même. Du point de vue strictement matériel, il est certain qu'elle avait dépensé l'héritage de sa mère pour soigner son premier mari, et qu'elle était à la charge de son père. Mais celui-ci possédait une jolie fortune, qui, à sa mort, même divisée entre 5 enfants, représentait pour chacun une somme appréciable. Je me suis dit aussi que le vieux était maniaque, autoritaire, qu'on le disait original, ce qui, chez nous, signifie bien des choses. Avec celui-là, certes, elle aurait perdu son temps à essayer son pouvoir, et je suis persuadé que, dans la maison de la place Boyel-Dieu, elle était obligée de se faire toute petite. Est-ce la clé du problème? Je n'étais pas riche. Ma profession, exercée par un homme conscient de ses limites comme je l'étais, n'est pas de celles qui permettent d'amasser une fortune, ni de vivre richement. Je ne suis pas beau, mon juge. J'ai été jusqu'à envisager des hypothèses plus audacieuses. Mon grand corps de paysan, ma gueule luisante de santé, ma lourdeur même. Vous devez savoir que certaines femmes, qui se rencontrent justement parmi les plus évoluées... Mais non, je le sais maintenant. Armande est dotée d'une sexualité normale, plutôt en dessous de la normale. Il ne reste qu'une explication. Elle vivait chez son père comme elle aurait vécu dans un hôtel meublé. Ce n'était plus son chez elle. Elle est entrée dans notre maison par hasard, par raccro. Et encore. Tenez, je veux aller tout au fond de ma pensée, quitte à vous faire hausser les épaules. Je vous ai parlé de sa première visite, lors de notre premier bridge. Je vous ai dit qu'elle voyait tout, qu'elle regardait toute chose autour d'elle avec un léger sourire aux lèvres. Un tout petit détail me revient à l'esprit. Ma mère a dit, en montrant le salon encore nu, « Nous allons probablement acheter le salon qui était la semaine dernière à l'étalage de Durand-Veil. » Parce que je lui en avais vaguement parlé. Un salon en imitation de Beauvais, avec des sièges aux pieds dorés. Les narines d'Armande, qui nous connaissait à peine, qui venait tout juste d'entrer chez nous, se sont légèrement retroussées. Tant pis si je suis idiot, mon juge. Je vous dis ceci. À ce moment-là, Armande savait fort bien que nous n'achèterions pas le salon de chez Durand-Veil. Je ne prétends pas à une conspiration. Je n'affirme pas qu'elle savait qu'elle m'épouserait. Je dis bien savoir, et j'insiste sur ce mot. J'ai l'habitude des bêtes, comme tous les paysans. Nous avons eu des chiens et des chats toute notre vie, si intimement mêlés à celle-ci que, quand ma mère veut situer un souvenir dans le temps, elle dit par exemple « C'était l'année où nous avions perdu notre pauvre Brutus ». Ou encore « C'est quand la chatte noire est allée faire ses petits au-dessus de l'armoire ». Or, il arrive que, dans la campagne, une bête se mette à vous suivre, vous et pas un autre, qu'elle pénètre derrière vous dans votre maison, et que là, tranquillement, avec une certitude quasi absolue, elle décide que cette maison sera désormais la sienne. Nous avons gardé ainsi pendant 3 ans, à Bourgneuf, un vieux chien jaune, à moitié aveugle, devant qui les chiens de mon père ont été forcés de s'incliner. Il était malpropre par surcroît, et souvent j'ai entendu dire par mon père « Je ferais mieux de lui tirer un coup de fusil dans la tête ». Il ne l'a pas fait. L'animal, que nous avions appelé Jaunisse, est mort de sa belle mort, ou plutôt de sa laide mort, car son agonie a duré 3 jours, pendant lesquels ma mère passait son temps à lui appliquer des compresses chaudes sur le ventre. Moi aussi, plus tard, il m'est arrivé de penser
je ferais mieux de lui envoyer une balle dans la tête. Et je ne l'ai pas fait. C'est une autre qui... Ce que je veux essayer de vous faire comprendre, mon juge, c'est qu'elle est entrée chez nous le plus naturellement du monde, et que, le plus naturellement du monde aussi, elle y est restée. Il y a mieux. Quand il s'agit de fatalités de cette sorte, de choses inéluctables, on dirait que chacun s'empresse de se faire complice du sort, que chacun s'ingénie à le flatter. Dès les premiers jours, mes amis prenaient l'habitude de me demander « Comment va Armande ?» Et cela leur paraissait normal qu'elle fût chez moi, que ce fût auprès de moi qu'on s'informât de sa santé. Après 15 jours, comme la maladie suivait son cours, on disait avec la même simplicité, qui impliquait néanmoins tant de choses, « C'est une femme étonnante. » À croire, comprenez-vous, qu'on me considérait déjà comme son possesseur. Ma mère elle-même. Je vous ai assez parlé d'elle pour que vous la connaissiez. Marier son fils, soit, puisque je n'avais pas voulu être curé, à la condition expresse que la maison reste la sienne, et qu'elle continue à diriger à sa guise. Eh bien, mon juge, c'est ma mère qui a prononcé la première, alors qu'Armande n'était en somme chez nous qu'à titre de garde-malade bénévole. C'est ma mère qui a prononcé, un soir que je m'étonnais de manger des petits pois préparés autrement que chez nous, j'ai demandé à Armande comment elle les aimait. C'est elle qui m'a donné la recette. Tu ne les aimes pas? Armande m'a tout de suite appelé Charles, et c'est elle qui m'a prié de l'appeler par son prénom. Elle n'était pas coquette. Je l'ai toujours vue, même mariée, vêtue d'une façon assez stricte, et je me souviens d'un mot que j'ai entendu sur elle. Madame à l'avoine, c'est comme une statue qui marcherait. Anne-Marie, une fois guérie, elle a continué à venir la voir presque chaque jour. Comme maman n'avait guère de temps pour sortir les enfants, elle venait les chercher et les conduisait prendre l'air dans le jardin de la préfecture. Ma mère m'a dit « Elle aime beaucoup tes filles. » Un de mes clients a gaffé. Je viens justement de rencontrer votre femme et vos fillettes qui tournaient le coin de la rue de la République. Et Anne-Marie, un jour que nous étions à table tous ensemble, a prononcé gravement « C'est maman Armande qui me l'a dit. » Quand nous nous sommes mariés, 6 mois plus tard, il y avait longtemps qu'elle régnait sur la maison, sur la famille, et, pour un peu, les gens de la ville, parlant de moi, auraient dit, non pas « c'est le docteur à l'avoine », mais « c'est le futur mari de madame Armande ». Ai-je le droit de prétendre que je ne l'ai pas voulu? J'étais consentant. Tout d'abord, il y avait mes 2 filles. Elles seront si heureuses d'avoir une maman. Ma mère commençait à se faire vieille, et, refusant de l'admettre, trottait du matin au soir, s'usant à la tâche. Allons, que je sois absolument sincère. Sinon, mon juge, ce n'est pas la peine de vous écrire. Je vais vous résumer en 2 mots mon état d'esprit d'alors. Primo, lâcheté. Secondo, vanité. Lâcheté, parce que je n'avais pas le courage de dire non. Tout le monde était contre moi. Tout le monde, par une sorte d'accord tacite, poussait à ce mariage. Or, cette femme si étonnante, je ne la désirais pas. Je ne désirais pas particulièrement Jeanne non plus, ma première femme. Mais, à cette époque-là, j'étais jeune. Je me mariais pour me marier. Je ne savais pas en l'épousant qu'elle laisserait une bonne part de moi-même inassouvie, et que je serais tourmenté toute ma vie par le désir de la tromper. Avec Armande, je le savais.
Je vais vous avouer une chose ridicule. Supposez que les conventions, le savoir-vivre, n'aient pas existé. J'aurais plus volontiers épousé Laurette, la fille d'Ormois, aux grosses cuisses blanches, que la fille de M. Hilaire de Lanus. Que dis-je? Je lui aurais préféré la petite bonne, Lucille, avec qui il m'est arrivé de faire l'amour sans qu'elle eût le temps de poser un soulier qu'elle était occupée à cirer, et qu'elle gardait comiquement à la main. Seulement, je venais de m'installer en ville. J'habitais une jolie maison. Le simple bruit des pas sur le fin gravier des allées était pour moi comme un signe de luxe, et j'avais fini par m'offrir un objet que je convoitais depuis longtemps, un jet d'eau tournant pour arroser les pelouses. Ce n'est pas à la légère, mon juge, que je vous ai affirmé qu'une génération en plus ou en moins pouvait avoir une importance capitale. Armande, elle, avait je ne sais combien de générations d'avance. Le plus probable, nous en avons des quantités comme ça en Vendée, c'est que ses ancêtres s'étaient enrichis dans les biens nationaux, lors de la Révolution, et se sont ensuite offert une particule. Je fais tous mes efforts, vous le voyez, pour serrer la vérité d'aussi près que possible. Dieu sait si, au point où j'en suis, un peu plus ou un peu moins n'a aucune importance. Je me crois aussi sincère qu'un homme peut l'être, et je suis lucide comme on ne le devient qu'une fois passé de l'autre bord. Je ne me rends pas moins compte de mon impuissance. Tout ce que je viens de dire est vrai et est faux. Et pourtant, des soirs et des soirs, en cherchant le sommeil, étendu de tout mon long dans le même lit qu'Armande, je me suis posé la question. Je me suis demandé pourquoi elle était là. Et je me demande maintenant, mon juge, et c'est plus grave, si, après m'avoir lu, il ne vous arrivera pas de vous poser la même question, non plus en ce qui me concerne, mais en ce qui vous concerne. Je l'ai épousée. Et après, le soir même, elle dormait dans mon lit. Le soir même, j'ai fait l'amour, très mal, pour elle comme pour moi, gêné de me sentir suant. Je sue très facilement, de me sentir gauche et inexpérimenté. Savez-vous ce qui m'a été le plus difficile? De l'embrasser sur la bouche, à cause de son sourire, car elle garde jour et nuit un sourire identique, qui est son expression naturelle. Or, il n'est pas facile d'embrasser un sourire comme celui-là. Après 10 ans, j'avais encore l'impression, quand je montais dessus, comme aurait dit mon père, qu'elle se moquait de moi. Qu'est-ce que je n'ai pas pensé à son sujet? Vous ne connaissez pas la maison. Tout le monde vous dira que c'est devenu une des plus agréables demeures de La Roche-sur-Yon. Même nos rares meubles qui sont restés ont pris une figure tellement nouvelle que ma mère et moi les reconnaissons à peine. Eh bien, pour moi, cela a toujours été sa maison. On y mange bien, mais c'est sa cuisine. Les amis, après 1 an, je ne les considérais plus comme mes amis, mais comme ses amis à elle. Et c'est d'ailleurs son parti qu'ils ont pris plus tard, quand les événements se sont produits. Tous, y compris ceux que je croyais mes intimes, ceux que j'avais connus étudiants, ceux que j'avais connus gamins. Tu as de la veine d'avoir déniché une pareille femme? Oui, mon juge. Oui, messieurs. Je m'en rends compte humblement. Et c'est parce que je m'en suis rendu compte jour après jour pendant 10 ans que... Allons, je déraille à nouveau, mais j'ai tellement l'impression qu'il suffirait d'un très petit effort pour aller une fois pour toutes jusqu'au fond des choses. En médecine, c'est surtout le diagnostic qui compte. La maladie dépistée,
ce n'est plus qu'une question de routine ou de bistouri. Or, c'est bien un diagnostic que je m'acharne à faire. Je n'ai pas aimé Jeanne et je ne me suis jamais demandé si je l'aimais. Je n'ai aimé aucune des filles avec qui il m'est arrivé de coucher. Je n'en éprouvais pas le besoin, ni le désir. Que dis-je? Le mot amour, sauf dans la locution triviale faire l'amour, m'apparaissait comme un mot qu'une sorte de pudeur empêche de prononcer. Je préférais le mot vérole, qui dit exactement ce qu'il veut dire. Est-ce qu'on parle d'amour à la campagne? Chez nous, on dit « Je suis allé faire une saillie dans le chemin creux avec la fille Untel ». Mon père aimait bien ma mère, et cependant je suis persuadé qu'il ne lui a jamais parlé d'amour. Quant à maman, je ne la vois pas prononcer certaines phrases sentimentales qu'on entend au cinéma ou qu'on lit dans les romans. À Armande non plus, je n'ai pas parlé d'amour. Un soir qu'elle dînait à la maison, entre ma mère et moi, on discutait de la couleur des rideaux qu'on achèterait pour la salle à manger. Elle les voyait rouges, d'un rouge bien vif, ce qui effrayait maman. « Excusez-moi » a-t-elle murmuré avec son sourire. « J'en parle comme si j'étais chez moi. » Et je me suis entendu répondre, sans avoir rien prémédité, sans en avoir conscience, comme une banale politesse. « Il ne tient qu'à vous que vous y soyez. » C'est ainsi que s'est faite la demande en mariage, et il n'y en a jamais eu d'autre. « Vous plaisantez, Charles ?» Ma pauvre maman a appuyé. Charles ne plaisante jamais. Vous voudriez vraiment que je devienne Madame à l'avoine? En tout cas, c'est toujours ma mère qui menait le train. Les petites seraient bien contentes. Qui sait? Vous n'avez pas peur que j'apporte trop de troubles dans votre maison? Si maman avait su. Remarquez qu'Armande s'est toujours montrée gentille envers elle. Elle s'est conduite exactement comme la femme d'un médecin soucieux du confort, de la tranquillité et de la notoriété de son mari. Elle fait toujours, invariablement, avec un tact inné, vous avez pu vous en rendre compte au prétoire, ce qu'elle doit faire. Est-ce que ce n'était pas son premier devoir de me dégrossir, puisqu'elle était plus évoluée que moi et que j'arrivais de la campagne pour faire carrière à la ville? Ne devait-elle pas affiner mes goûts autant que possible, créer autour de mes filles une ambiance plus délicate que celle à laquelle ma mère et moi étions habitués? Tout cela, elle l'a accompli avec un doigté qui n'appartient qu'à elle, avec un tact exquis. Oh, ce mot! Elle est exquise, me suis-je entendu répéter sur tous les tons pendant 10 ans. Vous avez une femme exquise. Et je rentrais chez moi inquiet, avec un tel sentiment de mon infériorité que j'aurais aimé aller manger dans la cuisine avec la bonne. Quant à maman, mon juge, on l'a vêtue de soie noire ou grise, on l'a vêtue de façon digne et saillante, on lui a même changé sa coiffure. Son chignon, autrefois, lui pendait toujours sur la nuque. Et on l'a installé dans le salon, devant une jolie table à ouvrage. On lui a défendu, pour sa santé, de descendre avant 9 heures, et on lui a monté son petit déjeuner au lit, elle qui, chez nous, nourrissait les bêtes, vaches, poules et cochons, avant de se mettre à table. On lui a offert, aux fêtes et aux anniversaires, des objets de bon goût, y compris des bijoux de vieille dame. Tu ne crois pas, Charles, que maman est un peu fatiguée cet été? On a essayé, mais cette fois en vain, de l'envoyer faire une cure à Évian, pour soigner son foie qui laisse à désirer. Et tout cela, mon juge, est très bien. Tout ce qu'a fait, tout ce que fait, que fera Armande,
est très bien. Comprenez-vous ce que cela a de désespérant? Elle ne s'est pas présentée à la barre des témoins en épouse éplorée ou haineuse. Elle ne s'est pas mise en deuil. Elle n'a pas appelé sur moi la vindicte publique. Pas plus, d'ailleurs, qu'elle n'a fait appel à la pitié. Elle était simple et calme. Elle était elle-même, sereine. C'est elle qui a eu l'idée de s'adresser à maître Gabriel, la plus fameuse gueule du palais, qui est aussi l'avocat le plus cher. Elle encore qui a pensé que, puisque j'appartenais en quelque sorte à la Roche-sur-Yon, il serait digne que la Vendée soit représentée par son meilleur avocat. Elle a répondu aux questions avec un naturel qui a fait l'admiration de tous, et j'ai cru plusieurs fois qu'une partie de l'auditoire allait l'applaudir. Souvenez-vous du ton sur lequel, quand on a parlé de mon crime, elle a prononcé « Je n'ai rien à dire de cette femme. Je l'ai reçue 3 ou 4 fois à la maison, mais je la connaissais peu. » Sans haine, a-t-on eu soin de souligner dans les journaux, presque sans amertume, et avec quelle dignité. Tenez, mon juge, je crois que je viens de trouver le mot sans le vouloir. Armande est digne. Elle est la dignité même. Et maintenant, essayez de vous imaginer pendant 10 années en tête-à-tête quotidien avec la dignité. Essayez de vous voir dans un lit avec la dignité. J'ai tort. Tout cela est faux. Archi faux. Je le sais, mais je viens seulement de le découvrir. Il a fallu que je fasse le grand saut. Pourtant, je suis bien obligé de vous expliquer, d'essayer de vous faire comprendre quel a été mon état d'esprit avant, pendant les années de vie conjugale. Avez-vous jamais rêvé que vous aviez épousé votre maîtresse d'école? Eh bien, moi, mon juge, c'est ce qui m'est arrivé. Ma mère et moi, nous avons vécu pendant 10 ans à l'école, dans l'attente d'un bon point, dans la peur d'une mauvaise note. Et maman, elle, y est toujours. Supposez que vous marchez dans une calme rue de province, par un chaud après-midi d'août. La rue est partagée en deux par la ligne qui sépare l'ombre du soleil. Vous suivez le trottoir inondé de lumière, et votre ombre marche avec vous, presque à vos côtés. Vous la voyez, cassée en deux par l'angle que les maisons aux murs blancs font avec le trottoir. Supposez toujours. Faites un effort. Tout à coup, cette ombre qui vous accompagnait disparaît. Elle ne change pas de place. Elle ne passe pas derrière vous parce que vous avez changé de direction. Je dis bien, elle disparaît. Et vous voilà, soudain, sans ombre, dans la rue. Vous vous retournez et vous ne la retrouvez pas. Vous regardez à vos pieds et vos pieds émergent d'une flaque de lumière. Les maisons, de l'autre côté de la rue, continuent à porter leur ombre fraîche. 2 hommes passent en bavardant paisiblement et leur ombre les précède, épousant leur cadence, faisant exactement les mêmes gestes qu'eux. Voilà un chien au bord du trottoir. Il a son ombre, lui aussi. Alors, vous vous tâtez. Votre corps, sous vos mains, a sa consistance des autres jours. Vous faites quelques pas rapidement et vous vous arrêtez net, avec l'espoir de retrouver votre ombre. Vous courez. Elle n'y est pas encore. Vous faites demi-tour et il n'y a aucune tache sombre sur les pavés brillants du trottoir. Le monde est plein d'ombres rassurantes. L'église, sur la place, en couvre à elle seule un espace très vaste, où quelques vieux prennent le frais. Vous ne rêvez pas, vous n'avez plus d'ombre.
et voilà que, plein d'angoisse, vous abordez un passant. « Pardon, monsieur. » Il s'arrête, il vous regarde. Donc, vous existez, bien que vous ayez perdu votre ombre. Il attend de savoir ce que vous lui voulez. C'est bien la place du marché, là-bas. Et il vous prend pour un demi-fou, ou pour un étranger. Vous imaginez-vous l'angoisse d'errer seul, sans ombre, dans un monde où chacun a la sienne? Je ne sais pas si je l'ai rêvé ou si je l'ai lu quelque part. Quand j'ai commencé à vous en parler, je croyais inventer une comparaison. Puis il m'a semblé que cette angoisse de l'homme sans ombre m'était familière, que je l'avais déjà vécue, que cela ranimait des souvenirs confus, et c'est pourquoi je pense à un rêve oublié. Pendant des années, je ne sais pas au juste combien, 5 ou 6, je pense, j'ai marché dans la ville comme tout le monde. Je crois que, à celui qui m'aurait demandé si j'étais heureux, j'aurais distraitement répondu « oui ». Vous voyez que tout ce que je vous ai dit précédemment n'est pas tellement exact. Ma maison s'organisait, devenait petit à petit plus confortable et plus coquette. Mes filles grandissaient. L'aîné faisait sa première communion. J'accroissais ma clientèle, pas une clientèle riche, mais plutôt des petites gens. Cela ne rapporte pas autant par visite, mais les petites gens paient comptant, entrent souvent dans votre cabinet avec dans leurs mains le prix de la consultation. J'ai appris à jouer correctement au bridge, et cela m'a occupé pendant des mois. Nous avons acheté une auto, et cela a rempli un autre bout de temps. Je me suis remis au tennis, parce qu'Armande jouait au tennis, ce qui a suffi pour un grand nombre de soirées. Tout cela, bout à bout, ces petites initiations, ces espoirs d'une amélioration nouvelle, cette attente de menus plaisirs, de petites joies, de satisfactions banales, a fini par meubler 5 ou 6 ans de ma vie. L'été prochain, nous irons en vacances à la mer. Une autre année, il y a eu les sports d'hiver. Une autre année, encore autre chose. Quant à l'histoire de l'ombre, elle ne s'est pas produite tout à coup, comme pour mon homme dans la rue. Mais je n'ai pas trouvé d'image plus exacte. Je ne peux même pas situer la chose à un an près. Mon humeur, en apparence, n'a pas changé. Mon appétit n'a pas diminué, et j'avais toujours le même goût au travail. Il y a eu un moment, tout simplement, où j'ai commencé à regarder autour de moi avec d'autres yeux, et j'ai vu une ville qui me semblait étrangère, une jolie ville, bien nette, bien claire, bien propre, une ville où tout le monde me saluait avec affabilité. Pourquoi ai-je eu alors la sensation d'un vide? J'ai commencé à regarder aussi ma maison, et je me suis demandé pourquoi c'était ma maison. Quel rapport ces pièces, ce jardin, cette grille ornée d'une plaque de cuivre qui portait mon nom, avaient avec moi. J'ai regardé Armande et j'ai dû me répéter qu'elle était ma femme. Pourquoi? Et ces 2 fillettes qui m'appelaient papa. Je vous le répète, cela ne s'est pas fait d'un seul coup, car, dans ce cas, j'aurais été très inquiet sur moi-même, et je serais allé consulter un confrère. Qu'est-ce que je faisais là, dans une petite ville paisible, dans une maison jolie et confortable, parmi les gens qui me souriaient et qui me serraient familièrement la main? Et qui avait fixé cet emploi des journées que je suivais aussi scrupuleusement que si ma vie en eût dépendu? Que dis-je? Comme si, de tout temps, il avait été décidé par le Créateur que cet emploi du temps serait inexorablement le mien. Nous recevions souvent,
2 ou 3 fois par semaine. De bons amis, qui avaient leurs jours, leurs habitudes, leurs manies, leurs fauteuils. Et je les observais avec un certain effroi, en me disant « Qu'est-ce que j'ai à voir avec eux ?» C'était comme si ma vue était devenue trop nette. Comme si, par exemple, elle était devenue soudain sensible aux rayons ultraviolets. Et j'étais tout seul à voir le monde ainsi, tout seul à m'agiter dans un univers ignorant de ce qui m'arrivait. En somme, pendant des années et des années, j'avais vécu sans m'en apercevoir. J'avais fait scrupuleusement, de mon mieux, tout ce qu'on m'avait dit de faire, sans chercher à en connaître la raison, sans chercher à comprendre. Il faut à un homme une profession, et maman avait fait de moi un médecin. Il lui faut des enfants, et j'avais des enfants. Il lui faut une maison, une femme, et j'avais tout cela. Il lui faut des distractions, et je roulais en auto, et je jouais au bridge, au tennis. Il faut des vacances, et j'emmenais ma famille à la mer. Ma famille. Je la regardais autour de la salle à manger, et c'était un peu comme si je ne l'avais pas reconnue. Je regardais mes filles. Tout le monde prétendait qu'elles me ressemblaient. En quoi? Pourquoi? Et que faisait cette femme dans ma maison, dans mon lit? Et ces gens qui attendaient patiemment dans ma salle d'attente et que j'introduisais un à un dans mon cabinet? Pourquoi? Je continuais à accomplir les gestes de tous les jours. Je n'étais pas malheureux, ne croyez pas cela. Mais j'avais l'impression de m'agiter à vide. Alors, un désir vague m'a pénétré peu à peu. Tellement vague que je ne sais comment en parler. Il me manquait quelque chose, et j'ignorais quoi. Il arrive souvent à ma mère, entre les repas, de dire « Je crois que j'ai une petite faim ». Elle n'est pas sûre. C'est un malaise diffus qu'elle s'empresse de combattre en mangeant une tartine ou un morceau de fromage. J'avais faim, moi aussi, sans doute. Mais faim de quoi? C'est venu si insensiblement qu'à 1 an, à 2 ans près, je le répète, il m'est impossible de situer le début du malaise. Je n'en prenais pas conscience. On nous a tellement habitués à présenter que ce qui existe, existe, que le monde est bien comme nous le voyons, qu'il faut faire ceci ou cela et ne pas agir autrement. Je haussais les épaules. Bah, un peu de découragement. Peut-être à cause d'Armande, qui ne me laissait pas assez la bride sur le cou. J'ai décidé cela un jour, et dès lors, c'est Armande, et elle seule, ou à peu près, qui a résumé la ville trop calme, la maison trop harmonieuse, la famille, le travail, tout ce qu'il y avait de trop quotidien dans mon existence. C'est elle qui veut qu'il en soit ainsi. Elle qui m'empêchait d'être libre, de vivre une vraie vie d'homme. Je l'observais, je l'épiais. Tout ce qu'elle disait, tous ses gestes me confirmaient dans mon idée. C'est elle qui a tenu à ce que la maison fût ce qu'elle est, à ce que notre existence s'organisât de telle façon, à ce que je vécusse à son gré. Voilà, mon juge, ce que j'ai compris récemment. Armande, petit à petit, à son insu, a pris à mes yeux la figure du destin. Et, révolté contre ce destin, c'est contre elle que je me suis révolté. Elle est tellement jalouse qu'elle ne me laisse pas un moment de liberté. Était-ce par jalousie? Il m'arrive de me le demander.
Peut-être simplement parce qu'elle considérait que la place d'une femme est à côté de son mari. Je suis allé à Caen vers cette époque, car ma tante venait de mourir. J'y suis allé seul. Je ne sais plus ce qui a retenu Armande à la maison. Sans doute une maladie d'une des petites, car il y en avait presque toujours une des deux de malade. En passant au coin de la petite rue, je me suis souvenu de la jeune fille au chapeau rouge, et j'en ai reçu une bouffée de chaleur. J'ai cru comprendre ce qui me manquait. Dans mes vêtements de deuil, je suis allé le soir à la brasserie Champ d'Hiver, que j'ai retrouvée presque la même, avec un peu plus de lumière. Il me semble que la salle est maintenant plus vaste, qu'on l'a encore agrandie vers le fond. Je cherchais, je voulais la même aventure. Je regardais avec une sorte d'angoisse toutes les femmes seules. Aucune ne ressemblait, même vaguement, à celle de jadis. Mais, tant pis. J'avais besoin de tromper Armande, de tromper mon destin le plus salement possible. Et j'ai choisi une grosse blonde au sourire vulgaire, qui avait une dent en or au milieu de la bouche. « Tu n'es pas d'ici, hein ?» Elle ne m'a pas invité chez elle, mais dans un petit hôtel derrière l'église Saint-Jean. Elle s'est déshabillée avec des gestes tellement professionnels que j'en étais écœuré, qu'à certains moments j'étais sur le point de partir. « Qu'est-ce que tu vas me donner ?» Et puis soudain, cela m'a pris, comme un besoin de vengeance. Je ne trouve pas d'autre mot. Elle répétait, étonnée, en découvrant sa dent en or, « Ben mon vieux, c'est la première fois, mon juge, que j'ai trompé Armande. J'y mettais autant de rage que si j'avais cherché à retrouver mon ombre, coûte que coûte. »